Connaissez-vous les métiers du futur? L'ONU a identifié 5 secteurs clés qui connaîtront des transformations majeures. L'intelligence artificielle et la robotique, il faudra concevoir, programmer, maintenir et réparer les systèmes. Les énergies renouvelables, du solaire à la géothermie et de l'hydrogène aux biocarburants. L'économie circulaire, de la valorisation des déchets à la gestion commune des ressources. La santé numérique et l'agriculture intelligente. Avec ces transformations, des métiers vont émerger ou évoluer grâce aux avancées scientifiques, technologiques et sociétales. Ils nécessiteront de nouvelles compétences, savoir-faire et méthodes de travail. Ils offriront également de nouvelles opportunités, services et enjeux, mais dans le même temps, certains métiers seront supprimés alors que d'autres accompagneront temporairement la transition. Au cours d'une vie professionnelle, il faudra donc s'attendre à pratiquer plusieurs métiers ou plusieurs manières d'exercer sa profession. Mais ces métiers du futur trouveront-ils les travailleurs qualifiés dont ils ont besoin? La Suisse fait déjà face à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans des secteurs clés tels que la fabrication, la santé, l'informatique et l'ingénierie. Cette situation risque de s'aggraver avec le vieillissement de la population active, la baisse du taux de natalité et les restrictions à l'immigration. Alors comment relever ces défis? Comment anticiper les besoins en compétences et en formation? Bref, comment envisager les métiers du futur face à une pénurie de main-d'œuvre? Je vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous souhaitez vous connecter avec votre téléphone portable sur ce QR code et répondre aux questions. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions tout au long de la table ronde avec le même système Slido. Très bien, alors bienvenue à cette table ronde sur les métiers du futur et la pénurie de main-d'œuvre. Pour celles et ceux qui étaient présentes et présents l'année passée, nous avions évoqué les enjeux liés au manque de main-d'œuvre dans les métiers de la construction, en particulier dans les fonctions liées à la transition écologique, en accueillant ici même messieurs Saxo et Massonnet, qui étaient venus partager les enjeux au quotidien de leurs métiers respectifs, à savoir chauffagistes et électriciens. Dans l'heure qui suit, et à la suite de la vidéo d'introduction, je vous propose d'échanger sur les thèmes qui ont rapidement été évoqués dans cette capsule, à savoir mieux comprendre les enjeux liés à la pénurie de main-d'œuvre et quelles sont les raisons de cette pénurie et quelles sont les pistes qui existent pour résoudre ces défis. Et puis nous porterons également un regard sur les métiers qui sont en évolution, les métiers qui vont apparaître, ceux qui sont appelés à disparaître, et également en valorisant les métiers qui continuent d'exister mais qui vont nécessairement devoir évoluer. Pour cela, nous partagerons les expériences que vivent nos invités aujourd'hui au quotidien pour comprendre à quels impératifs les entreprises d'aujourd'hui sont confrontées. Donc, je laisserai les intervenants se présenter par le biais d'une question que je vais leur poser et je les remercie déjà de répondre à cette première question de manière assez succincte. Madame Cohen-Dumani, vous êtes fondatrice et codirectrice de la Fondation Nomade, en charge du futur des jobs et du contrat social. Et dans le cadre de ces activités, la Fondation Nomade travaille dans la prospective des métiers de demain et fait office de référence en la matière. Et vous estimez qu'il est crucial de faire preuve d'agilité et de capacité à répondre rapidement aux changements en cours. Comment est-ce que vous le réalisez concrètement au sein de la Fondation Nomade ? Alors, qui dit agilité dit anticipation, parce que l'agilité, ça ne s'improvise pas. Donc, pour pouvoir être capable en fait, d'être agile et donc de pouvoir s'adapter en continu, il nous paraît important, comme l'a souligné Solange Garnauty précédemment, d'avoir une vision prospective des changements et de savoir, d'avoir un temps d'avance, ou en tout cas d'imaginer avec un temps d'avance quels seront les changements que nous allons aborder. Et pour cela, ce qu'on fait très concrètement dans le cadre de la Fondation Nomade, c'est qu'on a lancé depuis en 2020
déjà des ateliers de prospective dans le domaine des green jobs pour pouvoir en fait apprendre à développer des scénarios prospectifs dans un certain nombre de domaines comme la mobilité, l'efficience énergétique, l'économie circulaire, et se projeter dans l'avenir sur ces thématiques-là pour pouvoir imaginer quels seront les métiers et les compétences dont on aura besoin demain pour réaliser les changements que l'on va vivre. Merci beaucoup. Monsieur David Luyet, vous êtes responsable de la division Talent Attraction chez Swisscom. Et lorsque nous avons préparé cette table ronde, vous avez évoqué que Swisscom s'engage également dans la création de nouvelles fonctions, de nouveaux métiers, comme par exemple celui de Digital Business Designer. En quoi est-ce un métier du futur ? C'est un nouvel apprentissage qu'on va lancer la première fois cette année, donc à partir de cet été. Vous le connaissez, tous les processus actuels se font soit par mobile, soit par ordinateur. Et la nouvelle profession ou la nouvelle formation consiste en deux métiers au fait, donc tout ce qui touche le User Interface Design ou bien l'expérience d'un client lors d'un processus digitalisé ou digital. Et la deuxième dimension qui est plutôt employé de commerce ou tout ce qui est processus en interne. Donc ça combine en fait les deux professions d'employé de commerce et une partie informatique. Et on va lancer cette formation à partir de cet été, la première fois. D'accord. Monsieur Didier Jacquard, vous dirigez depuis 2011 le Centre de compétences et formation des hôpitaux universitaires de Genève, qui gère entre autres le développement des compétences du personnel, la formation professionnelle, le recrutement, la gestion des talents et des carrières. Lorsqu'on mentionne les métiers du futur, qu'est-ce que ceci évoque pour vous et comment est-ce que cela se matérialise au sein des HUG ? Alors en 120 secondes, c'est un peu un défi improbable, mais je dirais comme ça, l'hôpital ici, c'est les métiers de l'humain, et après cette extraordinaire introduction, ces métiers de l'humain vont continuer à exister. L'hôpital, c'est 150 métiers, donc vous voyez à quel point le spectre va être impacté par la transition, par les transitions. Et si je devais retenir deux éléments, l'ensemble des métiers vont être impactés, mais impactés après le propos préliminaire. On peut imaginer aussi une dimension très positive, mais également avec les effets négatifs qui ont été évoqués. C'est une transition numérique, c'est une transition vers la durabilité des systèmes de santé. Et assez concrètement, au HUG, on démarre avec une stratégie de durabilité qui impacte directement, finalement, sur des projets et des compétences transversales que chaque équipe, que chaque professionnel va mobiliser à travers des projets pour répondre, alors bien sûr, dans les limites du périmètre de l'organisation, à cette transition et à ces problématiques de durabilité. Un très court résumé pour dire vraiment à quel point ce champ est vaste. Merci. Monsieur Antoine Pictet, vous êtes Business Director de Dreamscape. C'est un centre de réalité virtuelle immersive qui est situé à Genève et vous développez des projets en lien avec la réalité virtuelle. Est-ce que vous, au quotidien, vous avez le sentiment d'exercer un métier du futur ? Alors je dirais oui et non, pour ne pas faire une réponse à la Pyrrhus. Oui, si on considère que la réalité virtuelle fait partie de ces nouvelles technologies, qui sont des technologies qui évoluent constamment. Les gens pensent que la réalité virtuelle est quelque chose de très récent. En vrai, ça fait depuis les années 50-60 que les premières techniques immersives ont débuté. On travaille bien évidemment avec des technologies qui vont avoir un impact sur notre vie de tous les jours, sur la manière dont on va interagir les uns et les autres. Sur beaucoup de domaines aussi qu'on peut uniquement que commencer à anticiper aujourd'hui. Je fais une petite parenthèse en disant que pour nous, l'humain n'est pas opposé à la technologie. Au contraire, la technologie peut être quelque chose qui réunit, qui rassemble. Donc oui, si on considère qu'on travaille avec des nouvelles technologies, et non si on considère que ces nouvelles technologies sont finalement des outils. Et pour nous, les nouvelles technologies sont des outils principalement pour raconter des histoires. Il y a quelques années, quelques longues années, les troubadours s'installaient au coin du feu et racontaient des histoires et créaient des émotions vis-à-vis de leur auditoire. La radio est arrivée, Orwell, la télévision, Internet qui a permis aussi de rassembler encore plus les gens. La réalité virtuelle, finalement, aujourd'hui, est juste un moyen de raconter des histoires,
Les gens nous disent souvent, vous faites de la réalité virtuelle. Non, notre métier, c'est pas de faire de la réalité virtuelle, c'est de raconter des histoires, c'est de générer des émotions et c'est de capitaliser sur ces émotions pour créer de la mémoire, et mémoire qui pourra être appliquée sur des domaines très différents tels que le divertissement, l'éducation, le retail ou la formation. Parfait. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de la réponse concise. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. On a environ 40 minutes à consacrer à cette discussion. Si le public souhaite intervenir, si des questions peuvent être posées sur Slido, mon collègue Denis, là-bas au fond, me fera signe qu'il y a une question pertinente qui peut être traitée à un moment pendant la discussion. Et puis, je vais lancer une première question. Je vous encourage tous les quatre à vous répondre, à rebondir si le cœur vous en dit. Madame Cohen-Dumani, vous avez évoqué la création de nouvelles filières de formation qui répondent aux besoins actuels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Je vais vous en dire un peu plus en vous donnant quelques chiffres qui me paraissent être très importants. On fait face aujourd'hui non pas seulement à un changement conjoncturel comme on en a l'habitude, mais à des changements structurels majeurs. Ce qui veut dire qu'on fait face à plusieurs crises. La crise climatique, la crise de la démographie, la crise, alors si on veut parler de crise, ou le changement lié au numérique, à l'intelligence artificielle. Bref, tout ceci arrive en même temps. Ce qui veut dire que ça aura un impact majeur sur l'emploi. Non seulement sur l'emploi, mais dans la façon dont on travaille. Selon le dernier rapport du World Economic Forum qui vient de sortir ces derniers jours, 23% des emplois seront touchés d'ici 2027. Ce qui veut dire qu'on rentre dans une période en fait de transition. Et cette transition, elle va être assez longue. Ça va être une période de transition qu'on chiffre environ à 10 ans. Dans cette période de transition, et souvent on parle de transition écologique, mais on oublie en fait qu'on passe d'un état A à un état B, sauf que l'état B, on ne sait pas tellement de quoi il sera constitué. Et cette transition-là, qui va être longue, va nécessiter d'être vraiment résilient, va nous perturber tous. Et là, il faut qu'on soit très humble. Il n'y a pas de solution toute faite, et il n'y en a aucune. Mais l'ensemble des acteurs doivent se mettre ensemble pour essayer de craquer le code de cette complexité. Et pour cela, un des éléments concrets auxquels je pense qu'il va falloir qu'on s'attelle tous ensemble, c'est de mettre en place des collaborations, et donc des plateformes collaboratives qui permettront à la fois aux employeurs, aux employés, donc à la société civile, disons dans son intégralité, de discuter, donc d'avoir des dialogues permanents qui permettent en fait d'identifier quelles sont les compétences qui sont en demande sur le marché et quelles sont les compétences qui sont au contraire et qui sont offertes aussi. Donc d'avoir un dialogue permanent sur ces deux éléments. Et ces dialogues-là ne sont pas évidents à mettre en place parce qu'à la fois, on se dit c'est tellement complexe qu'il faudrait qu'on fasse appel au big data pour pouvoir identifier les signaux faibles qui nous viennent du marché pour pouvoir avoir une longueur d'avance et puis au moins avoir une direction. Mais en réalité, il faudrait à la fois avoir une démarche qui soit une démarche prospective et une démarche très concrète sur des secteurs d'activité particuliers. Je vais vous donner un exemple, parce que là, ça paraît très flou ou très conceptuel. Quand on parle, par exemple, des métiers de l'environnement, eh bien, on pense tout de suite à la technologie. Alors, on va penser à panneaux photovoltaïques, on va penser à des nouvelles énergies comme l'hydrogène, comme l'électrification du parc automobile. Tout ça, ça va engendrer, bien entendu, des emplois. Et ça va engendrer des nouvelles manières de faire. Donc, ce sont des pistes, évidemment, pour pouvoir mettre en place des formations dont les milieux vont avoir besoin. Seulement, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, c'est aller vraiment à la rencontre en fait, des entreprises pour leur demander si c'est véritablement ce dont elles ont besoin. Parce qu'on part souvent du présupposé qu'il suffit de mettre en place une formation parce qu'on sait que ça va être un domaine dans lequel il va y avoir une forte demande pour que ça réponde en fait, aux besoins du marché. Or, la situation est bien plus complexe que celle-là.
Pour ne prendre que par exemple l'exemple des panneaux photovoltaïques, il faudrait encore analyser également les entreprises qui sont présentes sur le marché et savoir si la taille des entreprises que nous avons, par exemple en Suisse, on a vraiment beaucoup de PME dans le domaine de la construction, est-ce que ces PME sont aptes à faire face à la demande et à la croissance de la demande dont on va avoir besoin pour pouvoir accomplir cette transition énergétique. Donc si on prend seulement l'angle de la formation, on se trompe parce que ça ne suffit pas. Donc il faut analyser aussi la structure du marché, il faut mettre en place des conditions cadres qui justement répondent à la réalité du marché. Et comme l'a dit aussi très justement Solange Gernauty, on vit dans un monde d'interdépendance. Et cette interdépendance-là, il faut la gérer. Et donc la meilleure manière de la gérer, c'est d'instaurer cette forme de dialogue permanent entre le privé et le public. Pour rebondir sur ces propos, Monsieur Jacquard, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui est envisagé au HUG? Qu'est-ce que vous développez pour... Alors déjà, une première remarque, c'est pour nous une excellente opportunité d'être invité à ces tables rondes aujourd'hui parce que l'hôpital, via les médias que chacun choisit, a souvent une image tronquée. Un hôpital, c'est à ce jour essentiellement focalisé sur la pénurie du personnel soignant, qu'elle soit locale, nationale ou internationale. Et c'est l'occasion pour nous de montrer que finalement l'hôpital, indépendamment du chiffre que j'évoquais tout à l'heure de 180 métiers, donc à quel point la diversité des pénuries s'inscrit dans un champ beaucoup plus large que celui qui est relayé par les médias et qui est souvent dans le conscient collectif limité à ces professions de soins. Je vais totalement dans le sens de ce que vient de dire Sabrina Cohen-Dumani, puisque l'hôpital doit sortir de sa mission évidente de soigner. Un hôpital public, c'est une politique publique, mais c'est véritablement aussi un acteur économique et un acteur du marché au sens large et noble. Donc, on doit contribuer à même titre que toutes les entreprises à ces transitions et confronter à un certain nombre de défis qui sont certes spécifiques, mais en tout cas qui vont dans le sens de partager ces perspectives. Et si on parle de compétences, effectivement, on aura bien sûr toujours ces métiers de l'humain que je citais précédemment, mais avec un rayonnement qui va beaucoup plus loin que la seule organisation publique et politique publique. Alors très concrètement, ça veut dire que les institutions hospitalières genevoises et les HUG s'inscrivent dans un réseau large d'organisations publiques et privées du canton, mais plus largement aussi, pour pouvoir, alors cette fois, s'inscrire aussi dans des démarches prospectives. Ce qui est probablement actuellement un écueil, c'est qu'on est très réactif aux problématiques de santé, mais tant mieux. Je crois qu'ici dans la salle, on est tous, on se réjouit aujourd'hui d'avoir pu endiguer quelque part la crise Covid, mais laissons Covid derrière en disant maintenant, regardons comment l'hôpital public peut être un acteur de ces transitions numériques, de ces transitions de durabilité des systèmes de santé, mais plus large, de l'utilisation de ces datas dont on a parlé avec à la fois les éléments positifs et les risques. Donc peut-être là aussi c'est quelque chose d'un petit peu macro, mais notre enjeu c'est bien sûr de s'inscrire dans ces partenariats, dans ces collaborations, bien sûr en gardant en tête la mission vis-à-vis du citoyen, bien sûr celle d'un hôpital et puis celle de pouvoir soigner des citoyens et des patients. Et si je peux ajouter, je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'entreprise ou entrepreneur aussi d'avoir un dialogue en constant, de dire quelles sont les skills ou les compétences du futur, quelles sont les compétences qu'on a actuellement dans l'entreprise, et vraiment d'avoir un dialogue continu en réfléchissant comment est-ce qu'on peut apporter nos collaborateurs envers les nouvelles compétences requises. Et si je parle de formation, ce n'est pas forcément une formation qu'on fait à une autre école 3-4 ans, ça peut être des formations qui se font au sein de l'entreprise, en passant dans différents projets, en offrant aussi des éléments d'éducation, de formation pour les collaborateurs, sans vraiment devoir passer par des grosses formations à l'extérieur. Donc c'est ce dialogue et cette réflexion de dire, voilà, on a un certain nombre de personnes et comment est-ce qu'on peut les apporter ou les motiver à acquérir de nouvelles compétences pour le futur. Alors, vous pouvez peut-être aussi rebondir sur l'avant-dernière question qui est posée. Ne devrions-nous pas travailler beaucoup plus sur l'image et le développement des filières d'apprentissage, comme le CFC, pour garantir les ressources de demain?
Oui, à 100%, oui. Donc on forme en gros 1000 apprentis par année, avec un changement sur les profils aussi. Donc si on regarde un petit peu sur le passé, les profils ou les apprentis qu'on avait, c'était plutôt des gens qui étaient dans les shops et moins d'informaticiens. Ça a tourné maintenant, donc on a plus d'informaticiens. Donc je dis oui à cette question à 100%. Et si je continue aussi, c'est pas seulement l'apprentissage, c'est en offrant aussi des programmes juniors après pour les former dans d'autres formations. Je pense que là, il y a extrêmement beaucoup à faire. Donc oui, tout à fait, l'apprentissage est un élément clé pour rencontrer cette pénurie de spécialistes. Peut-être un complément par rapport à ça. La question est pertinente, mais je pense que la réponse doit être beaucoup plus large et on doit associer l'ensemble des structures ou des filières, des types d'études. Si on prend l'informatique, je pense que dans cette salle, peu de gens savent qu'au HUG, on a une direction des systèmes d'information dans lesquels ou laquelle se trouve aussi en difficulté, à l'image des pénuries des métiers de l'informatique qu'on rencontre globalement dans le marché de l'emploi. Et c'est vrai que c'est en associant l'ensemble des compétences, potentiellement des niveaux, et ce n'est pas du tout un jugement de valeur par là, que nous arriverons par ce que disait tout à l'heure ma collègue, d'anticiper, d'être prospectif et d'être, si possible, moins réactif à des crises conjoncturelles, au-delà desquelles, bien sûr, on devra toujours, ou pour lesquelles on devra toujours trouver des solutions. Mais faisons attention à pouvoir tout de suite avoir un spectre de réflexion qui est beaucoup plus large que d'imaginer qu'une solution est la bonne. Et puis c'est par là que l'apprentissage ou les hautes écoles seraient un moyen de finalement passer outre ces problématiques, pénuries ou celles qu'on évoque dans le cadre de cette table ronde. Monsieur Piquetet, est-ce qu'il y a une question qui vous inspire, les profils non-tech ou bien le fait que les métiers du futur devraient déjà être abordés à l'école ? Je pense que ce qui est intéressant en ce qui nous concerne, c'est l'impact et le lien qu'il peut y avoir entre les technologies et les métiers du futur. Bien évidemment que les métiers du futur vont requérir des nouvelles compétences, des nouvelles formations. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces nouvelles technologies au bénéfice de l'éducation ou de la formation. C'est des technologies dites immersives. Donc, qui dit immersive dit que ça va avoir un... Je m'excuse par avance, je vais utiliser beaucoup le mot émotion et beaucoup le mot storytelling, mais c'est à dessein. Mais il est vrai que ces nouvelles technologies aujourd'hui permettent aux gens non pas de suivre un cours, un contenu de manière passive, ou même comme on va au cinéma, où 300 ou 400 personnes vont voir le même contenu au même moment T. Les technologies immersives, et ce qu'on fait nous aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre les gens dans le contexte et dans un contexte extrêmement immersif afin de créer des émotions et de la mémoire. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser cet effet positif dans un domaine comme l'éducation, qui est un des derniers, il y en a certainement d'autres, mais domaines qui n'ont pas été, pardon d'avance pour le francisisme, disruptés par la technologie. Pour remettre un tout petit peu de contexte, ce qu'on fait nous, les gens, et je rebondis un peu sur ce que vous disiez avant sur le côté tronqué, mais plutôt en termes de vision. Aujourd'hui, la réalité virtuelle, les gens associent encore beaucoup le terme réalité virtuelle à deux choses. Au concept d'un ado prépubère qui va se mettre son casque de réalité virtuelle sur la tête et se couper du monde réel. Voilà, il y a pas mal de films qui montrent ça. On est un peu à l'opposé de ça, puisque ce que nous faisons, c'est de créer et d'offrir des expériences que vous ne pourrez jamais avoir à la maison et pour lesquelles vous devez vous déplacer et que vous allez vivre de manière sociale et collaborative avec d'autres gens autour de vous. Donc l'humain est évidemment extrêmement important. Et puis, ce que les gens connaissent ou associent à la VR aujourd'hui, c'est ce qu'on a entendu ces dernières années avec un buzzword désormais connu qui est le métaverse. Personne ne sait vraiment ce qu'est le métaverse, ce que va être le métaverse. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, le métaverse, c'est une constellation, une multitude d'environnements différents qui ne sont d'ailleurs pas connectés les uns aux autres et qui a une dimension, en tout cas selon M. Zuckerberg, principalement sociale. Nous, on estime que, quelle que soit la définition du métaverse ou des expériences immersives, on veut que les gens se déplacent pour y vivre quelque chose de différent. Et le fait de vivre, et on y reviendra certainement après, va avoir un impact extrêmement fort sur des domaines comme l'éducation. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que l'impact des nouvelles technologies sur des domaines comme l'éducation va probablement, dans les prochaines années, révolutionner la manière dont on est capable d'apprendre et sur la vitesse d'apprentissage également. J'aimerais rebondir sur ce qui a été dit et puis sur un certain nombre de questions sur ce qu'on entend par métier du futur. Et pourquoi est-ce qu'on doit se poser la question des métiers du futur ?
C'est parce qu'on est en transformation, on est en train de quitter l'illusion que le monde, que la technologie avait réussi à tout maîtriser et qu'on vivait dans un monde sans fin. Comme le disait encore Solange Guernauty, on réalise enfin que notre monde est fini, que les ressources sont finies et qu'on a des contraintes. Et c'est un gros choc pour nous occidentaux qui avons vécu dans une espèce d'illusion. Alors, je ne veux pas attaquer les technologies immersives, mais surtout qu'on sorte de ce paradigme dans lequel on a cru que tout était possible, parce qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et on doit faire un pas de côté et se poser la question de savoir quel est le sens de notre société. Et c'est cette réinvention du sens et surtout de remettre un petit peu l'église au milieu du village et de se dire, au fond, aujourd'hui, on a un problème de société qui est majeur. Dans quelle société, dans quel monde on va vouloir vivre? Et à partir de ce dialogue qui est absolument indispensable, se dire, ben voilà, on a un problème de ressources, on a un problème énergétique et on a un problème démographique, puisqu'on a les baby-boomers qui partent à la retraite et puis on a une pénurie généralisée, tous métiers confondus. Face à ces trois éléments-là, quel métier on va devoir créer, quelles compétences on va devoir créer pour pouvoir vivre dans ce monde. Donc ça veut dire qu'avant tout, il faut reprendre la question du sens, remettre aussi la question de la cohésion sociale au centre, et puis ensuite se dire, OK, bah, face à toute cette finitude, et face à l'ampleur de ces sujets-là, quels sont les métiers, quelles sont les compétences qui sont absolument indispensables pour pouvoir construire notre projet de société. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment perdu le sens de pourquoi est-ce qu'on vit en société, quel est le but de notre cohésion sociale et finalement quel est le but de notre économie. Et si on ne réfléchit pas à cela, on va continuer sur le même trend dans lequel on est, c'est-à-dire à se dire « Ah ouais, on a un problème, hop, on va le résoudre par de la technologie, par ces petits éléments. » Or, véritablement, il faut se reposer la question du sens. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper, et c'est pour cela qu'il faut à tout prix réfléchir au scénario prospectif pour reprendre ces questions-là dans le débat des métiers. Alors peut-être vous pouvez prolonger votre réflexion, ou l'un d'entre vous, sur la question qui s'affiche. Est-ce que le système d'éducation de base permettra aux enfants d'accéder aux métiers de demain? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, non, très clairement non. L'école d'aujourd'hui, elle a été fondée sur le modèle économique, sur la révolution industrielle précédente. L'objectif, c'était d'abord le modèle, c'était la standardisation du travail, donc la standardisation des compétences. On souhaitait, alors je vais schématiser, on a créé en fait deux filières, l'école blanc et l'école bleue. Les uns étaient censés réfléchir, les autres étaient censés exécuter. Aujourd'hui, j'aime bien la phrase de quelqu'un qui dit il n'y a plus de col blanc, plus de col bleu, il n'y a que des t-shirts. Ça veut dire que quoi? Il y a plus, enfin, cette opposition de ces deux classes sociales n'existe plus. Il faut être créatif, il faut être agile, il faut faire appel à l'imagination. J'aime bien ce que Luc Ferry dit à ce propos. Il faut réinventer en fait les métiers de la main, du cœur et de la tête, mais surtout de la main et du cœur. Et pour ça, ça veut dire que c'est une opportunité formidable pour l'être humain de reprendre en fait ses lettres de noblesse, de sortir de la machinisation de l'économie industrielle précédente, mais ça nécessite du coup de former nos enfants à l'esprit critique, à savoir identifier le blé de l'ivraie, de savoir quelles sont les bonnes informations, des fausses informations. Donc ça nécessite en fait d'avoir un niveau de culture générale extrêmement étendu. Et si je continue, si on continue après le gymnase ou bien les hautes écoles, si quelqu'un à l'école primaire ou l'école secondaire n'est pas fort en maths, bah, la voie de l'informatique est déjà plus ou moins fermée. C'est une des raisons pour lesquelles on soutient l'école 42 sur Lausanne, parce que c'est un système qui reprend des gens avec
avec des compétences ou un intérêt pour partir dans l'informatique, et on reprend des gens des jeunes qui n'ont pas eu cette possibilité d'avoir un apprentissage informatique, de suivre une autre école, juste parce qu'une ou deux notes à l'école secondaire étaient mauvaises. Et je pense que là, on a pas mal de travail à faire encore sur ce genre d'école ou sur ce genre de formation. Voilà. Est-ce qu'on peut fournir un micro à monsieur? Et puis, peut-être ça répond à la première question. Les compétences professionnelles ne prévalent-elles pas sur les diplômes? Monsieur Pictet, vous, quels sont les profils que vous recrutez? Quels sont les profils que vous recherchez? Est-ce qu'ils sont bardés de diplômes? Oui, évidemment que pour des métiers, pour des compétences technologiques, il faut un certain benchmark. Alors, ça ne veut pas dire que les nouvelles technologies ne vont nécessiter que des profils extrêmement formés d'un point de vue scolaire ou universitaire. Il y a aujourd'hui raconter une histoire, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Alors, les gens ont des compétences plus ou moins différentes. Dreamscape a eu la chance de s'associer avec des Américains, des gens du domaine du cinéma hollywoodien. Alors, je passerai sur les notions d'ego surdimensionnées qui sont la norme de l'autre côté de l'Atlantique. En revanche, il y a une chose qu'on ne peut pas leur reprocher et qu'ils savent très très bien faire, c'est de raconter des histoires. Et finalement, Dreamscape, c'est le lien entre une technologie immersive et un savoir-faire en termes d'histoire. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, pour des postes comme, je peux citer l'exemple d'un game designer, donc des gens qui vont travailler sur des expériences, qui vont créer le jeu ou l'environnement, c'est des profils qu'on peut trouver. Alors, c'est pas simple à trouver, on peut les trouver ici, on peut les trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'à compétences égales, les profils qu'on trouvera ici seront entre 20 et 30% moins chers que de l'autre côté de l'Atlantique, en ce qui nous concerne, principalement dû au fait que les gros GAFA tirent les prix vers le haut. Alors, ça ne veut pas dire que c'est simple aujourd'hui à trouver ces profils-là, mais c'est néanmoins des profils qui sont en train de se développer. Les écoles spécialisées sont en train de mettre en place aussi des cursus pour ces métiers de demain, qui sont un game designer peut travailler aujourd'hui dans le jeu vidéo, dans la réalité virtuelle, dans plein de domaines différents. Et c'est clairement des métiers de demain. Mais je dirais qu'il y a des métiers techniques et puis il y a des métiers qui requièrent plus de soft skills, comme on dit. Et ces soft skills-là ne s'apprennent pas nécessairement à l'université. Alors, monsieur, on vous écoute. Oui, je me demande s'il n'y a pas un paradoxe dans la rhétorique sur la formation. Parce que les jours pairs, on nous dit qu'il faut des gens de plus en plus formés, de plus en plus calés, des formations de plus en plus longues. Et puis les jours impairs, on nous dit les connaissances des modes en 2 ans, souvent en 6 mois. Et ce n'est pas uniquement des formules. Ce matin, au bureau où je travaillais, j'ai entendu que des complaintes contre l'informaticien, pourtant très qualifié, qui avait tout fait de travers, même sur les choses les plus élémentaires. Hier, c'était dans le domaine humanitaire, à la Maison de la Paix, où on se plaignait de tous ces gens hyper formés qui débarquent aux 4 coins du monde pour gérer, pour résoudre les problèmes économiques et politiques. Le mois dernier, c'était à l'hôpital où on est obligé de créer une filière maintenant d'assistants de médecine clinique parce qu'on ne sait plus que faire de ces médecins hyper spécialisés. Donc, je me demande s'il n'y a pas... c'est des complaintes qu'on entend de plus en plus dans toutes sortes de forums, même officiels. J'ai été surpris. J'étais il y a 2 mois au Education Cannot Wait. J'étais l'autre jour à une réunion de l'association de défense des chômeurs, où il y a beaucoup de chômeurs qualifiés. Il y a quelques jours, à l'université, il y avait les portes ouvertes de la formation permanente, où on pose ouvertement la question, est-ce que la formation, ça ne sert pas juste à rajouter une ligne au curriculum vitae? Donc, il ne faut pas oublier que les pays les plus performants actuellement et qui ont rattrapé les pays les plus formés, c'était des pays qui avaient de très mauvaises écoles. La Chine a rattrapé les États-Unis avec des gens qui sortaient des pires écoles du monde. Alors, il y a quand même quelque chose, une sorte de décalage entre les rhétoriques sur la formation et le désastre dans lequel nous vivons, sauf pour ceux qui effectivement font carrière uniquement par la longueur du curriculum vitae. Je crois que Madame Cohen-Dumani a des réponses
à cette question. Ces propos sibyllins sur l'école actuelle le laissent espérer, mais voilà, je crois qu'il y a quand même toutes sortes de cadavres dans le placard. Elle va tenter de vous répondre. Je vais tenter de faire court. Vous avez tout à fait raison. On est dans un discours paradoxal aujourd'hui, où à la fois on prône l'hyperspécialisation, parce qu'on en a vraiment besoin, et puis à la fois revient poindre l'ère des généralistes. Et les généralistes, c'est pas forcément des personnes qui savent un petit peu de tout, c'est souvent des multispécialistes, des personnes qui savent aller d'une discipline à une autre discipline. Et moi, je pense que ce qui est très, très important dans tout ce qu'on entend dire, c'est que quelle que soit la formation de base que nous avons, il y a toujours, en fait, moyen de transposer les compétences qu'on a apprises dans un autre domaine. Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'entends souvent beaucoup de parents qui se disent « mais quoi conseiller à mes enfants ?» parce que il y a une obsolescence très rapide des compétences. Oui, mais apprendre à apprendre. Apprendre tout simplement dans un domaine. Je vous donne mon exemple personnel. Je suis juriste de formation et pendant une grande partie de ma vie, j'ai géré des projets. Aujourd'hui, je ne sais même pas quel nom porter au métier que je fais, mais en fait, en réalité, ma formation de base, qui est le droit, est une discipline qui m'a appris en fait à réfléchir. Donc même si le contenu du droit devient obsolète, la discipline qu'on va apprendre, celle-là, elle n'est pas obsolète, parce qu'elle va vous permettre ensuite d'acquérir n'importe quel contenu. Et on confond souvent la formation et puis le savoir. C'est deux choses différentes. Et puis ensuite, l'aptitude à pouvoir continuer à apprendre et l'aptitude surtout à transposer d'un domaine à un autre. Et je pense que, et puis après, la dernière chose dont on parle tout le temps, les fameuses soft skills. Alors c'est toujours des mots un peu ingénieux ou compliqués, mais en réalité c'est quoi? C'est simplement la curiosité. Mais ça, tout être humain, tout enfant est curieux. Il n'y a pas besoin non plus d'aller apprendre la curiosité, il faut simplement retrouver son âme d'enfant, poser les bonnes questions, savoir vraiment poser les questions, avoir cette soif d'apprendre et de questionner. C'est ça surtout qu'on doit retrouver dans notre société. Et puis du coup, on a tous une capacité d'apprendre, il faut se faire confiance. Ouais, je rebondis sur une chose que vous disiez, Sabrina, sur le fait qu'on a tous gardé quelque part notre âme d'enfant. Je pense que c'est important, c'est clé, y compris dans l'éducation. Si je fais un parallèle avec la manière dont on utilise nos technologies aujourd'hui dans le domaine de l'éducation, c'est de nouveau en racontant des histoires qu'on va créer quelque chose et qu'on va permettre d'apprendre différemment et de manière peut-être même plus efficace ou voire même plus rapide. Pour donner un petit peu de contexte, Dreamscape a commencé dans le domaine du divertissement en créant des expériences immersives, ce qui a permis aussi de comprendre quel était le langage, puisqu'il s'agit d'un nouveau langage. Quand on vit une expérience à la première personne, c'est complètement différent, comme je disais tout à l'heure, que de le voir à la troisième personne. Et puis assez rapidement, on s'est rendu compte que si on était capable de générer des émotions et de la mémoire pour le divertissement, on était capable de le faire pour d'autres domaines. Je fais une petite parenthèse, on a ouvert à Genève un centre de réalité virtuelle qui est notre premier en Europe, à Confédération Centre, et parmi les expériences qu'on propose, il y a une expérience qui s'appelle Genève 1850, qui est un retour en arrière, 2 siècles en arrière, dans ce qu'on appelait à l'époque la révolution phasiste, et expérience grâce à laquelle on va rencontrer des personnages illustres comme le général Dufour, comme James Fazy, et vivre une aventure extraordinaire. Ce qui est intéressant, parce qu'évidemment c'est fun, c'est ludique, mais c'est aussi éducatif. Donc on a des enfants, des écoles qui viennent le matin, on travaille avec le département de l'instruction publique, et ces enfants-là vont aller pour partie visiter la maison de Tavel, dont est inspirée pour la plus grande partie l'expérience, puisqu'on a digitalisé la maquette de la ville. Et puis après, ils vont venir vivre une expérience et ils vont se divertir, mais ils vont aussi apprendre quelque chose. Et le fait d'apprendre en racontant des histoires, je pense que c'est absolument clé, et on touche à chaque fois à notre âme d'enfant, et en tout cas notre vision des nouvelles technologies, c'est comment est-ce qu'on peut les utiliser. Les nouvelles technologies, ça fait toujours peur, il y a toujours des utilisations positives et négatives, évidemment, certaines qu'on peut anticiper, d'autres pas, mais je pense que, voilà, que de toucher à notre âme d'enfant est souvent la meilleure des manières de pouvoir travailler tant sur des notions très techniques que, voire même que sur les fameuses soft skills. Oui, peut-être pour revenir à votre intervention tout à l'heure, je crois que les systèmes
éducatifs de formation doivent être beaucoup mieux mis en interface avec l'emploi, avec l'activité professionnelle. Je prends l'exemple pour illustrer ici le propos cet après-midi, les métiers de la santé, où la Confédération ou les cantons édictent des plans de formation. Alors d'abord, il faut un certain temps pour pouvoir édicter ces plans de formation, réussir à cadrer tout ça, le diffuser de telle manière que ces nouvelles professions soient finalement intégrées dans le marché de la formation et pas encore de l'emploi. Et c'est vrai qu'on a déjà ces processus de décalage. Je prends un autre exemple, celui de la formation des infirmières, où antérieurement, mais encore actuellement dans un système en Suisse qui a ces deux systèmes de formation, on a une formation qui valorise les stages, c'est-à-dire ce que vous avez appelé la compétence professionnelle sur le terrain, l'exercice du métier, et probablement moins un savoir scientifique. Et je ne dirais pas à l'opposé, mais de manière complémentaire, on a une formation qui est dispensée par les HES, qui valorise une autre forme d'intelligence et d'apprentissage, qui ne stimule pas forcément par l'exercice pratique de la réalisation d'une activité professionnelle du point 1 à 10, mais sur une partie beaucoup plus réflexive qui va développer d'autres compétences. Alors bien évidemment, dans les hôpitaux, on a trouvé des chocs de culture. Et je vous passe les propos de dire que quand on a fait un exercice pratique dans un service de 3 mois de stage, ben oui, vous avez acquis des certitudes et des pratiques. Et si vous n'avez pas fait ces stages et que vous n'avez qu'un apprentissage ou une forme d'intelligence développée à travers des processus scientifiques d'analyse, ben vous ne serez pas up-to-date au même moment pour réaliser un même exercice du métier. Donc, dès le moment où on cherche une solution, une fois de plus, c'est probablement la complémentarité de ces éléments éducatifs, de formation et de compétences, et assurément un lien beaucoup plus étroit et dynamique entre les acteurs de la formation, que ce soit des universités, des HES, en lien avec la formation professionnelle, et puis le marché de l'emploi qui est, en tout cas, cet interstice qui soit beaucoup plus fin qu'il ne l'est aujourd'hui. Peut-être une analyse qui vaut ce qui vaut, mais en tout cas, c'est un des points sur lesquels, pour la santé, mais pour les autres domaines, il faut pouvoir travailler. Très bien, merci beaucoup. Le temps passe, on pourrait parler longuement. Je vous propose qu'on conclue cette table ronde de la même manière qu'on l'a commencée, avec une question à chacun. Monsieur Jacquat, si vous vous projetez à un horizon de 5 ans, quel sera le plus grand défi auquel vous aurez à faire face en matière d'évolution des métiers, tous métiers confondus? Et comment garder l'enseigne HUG attractive? Alors déjà, pour moi, ce sera être capable de penser à autre chose que de travailler pendant 5 ans. À titre tout à fait personnel, non, et ce n'est pas une boutade. Pour revenir à ça, c'est effectivement, je reprends le propos de tout à l'heure, c'est que l'hôpital public se trouve sur un marché de la concurrence de la santé. Et quand je le dis comme ça, c'est véritablement pour ne pas dénaturer la responsabilité d'un hôpital de soigner des gens avec cette dimension largement de l'être humain, mais une concurrence qu'on aborde les uns les autres à travers la presse avec le secteur public et privé, mais plus que ça encore. La raréfaction des finances publiques, tout propos relatif, parce que c'est vrai que si on regarde les financements des hôpitaux en Suisse ou dans les pays ou dans certains pays d'Europe, on regarde des autres pays de la planète, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on manque vraiment de ressources objectivement, en tout cas pas en valeur absolue des budgets dont on bénéficie. L'attractivité, c'est comment finalement un hôpital public, et ça au niveau de la direction des ressources humaines des HUG, l'attractivité, c'est plus considéré que parce que l'enseigne HUG est un hôpital public, de fait, on y vient travailler. Donc ça, c'est aussi un élément important, c'est qu'il faut aller chercher, il faut chasser aussi nos talents, il faut retenir ceux qui sont en interne et favoriser aussi le développement. Donc probablement ces éléments, attractivité, se positionner dans la concurrence du secteur d'activité et pas considérer finalement comme de l'acquis une politique publique qui nous est finalement peu adressée en termes de réalisation. Monsieur Pictet, quelle place aura selon vous la technologie dans les cycles de formation en entreprise, et pensez-vous que cette forme d'apprentissage par l'immersion va se démocratiser à un public plus large?
Alors, elle sera certainement complémentaire des techniques pédagogiques existantes. Elle ne va pas remplacer aujourd'hui le professeur. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir donner des super pouvoirs au professeur. Le Covid a été pour nous une opportunité, puisque du jour au lendemain, on a dû fermer tous nos centres de divertissement dans le monde. Et on a eu la chance à ce moment-là de travailler avec une grosse université américaine très innovante, qui est d'ailleurs toujours piloté par ce que je qualifierais un peu comme le David Ebicher local, mais à l'américaine et sous stéroïdes, et qui avait une vraie vision de se dire, OK, comment est-ce que la technologie aujourd'hui peut disrupter l'éducation. Et il faut voir ça un peu comme un espèce de laboratoire immersif. Un petit peu à l'époque, on faisait des laboratoires. Là, on va utiliser la technologie pour insister sur certaines notions, pour rebondir sur certaines notions, pour expliquer dans le contexte des notions qui sont compliquées à concevoir de manière réelle, puisque en jouant sur les capacité intrinsèque de la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on peut voyager dans le temps et dans l'espace, comme je disais tout à l'heure. On peut aussi jouer avec les échelles. Donc aujourd'hui, on peut faire un cours de chimie ou de biologie et le professeur, en appuyant sur un bouton, pour autant que vous ayez mis votre casque, va pouvoir vous miniaturiser à la taille d'une cellule et vous faire comprendre exactement ce qui se passe dans des réactions cellulaires. Donc il va y avoir évidemment un impact énorme. On sait aujourd'hui que, parce qu'on a fait des tests, on sait que le taux de rétention augmente de 25 à 30% grâce à ces technologies. On sait qu'on peut apprendre 3 ou 4 fois plus vite. On peut même imaginer que certains cursus en 5 ans, on puisse les faire en 4 d'ici quelques temps. Donc, sans aucun doute, l'éducation va être impactée de manière positive, je pense. Et aussi en termes de diffusion, je pense qu'il n'y a pas que le côté immersif, ce genre de technologie aussi. Pour autant on saute le pas et qu'on fasse à la maison avec un simple casque, mais ça veut dire qu'on peut donner accès aussi au contenu et on peut partager les connaissances avec des gens qui sont de l'autre côté de la planète. Et puis, pour finir, il y a d'autres domaines aussi qui vont probablement évoluer. On travaille déjà beaucoup sur le côté training. Alors, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on travaille avec le gouvernement américain. Alors, quand je dis ça en général, les gens tout de suite font des associations d'idées. On est suisse, on a un comité d'éthique assez strict. On est basé à Mérin. La technologie a été inventée à Genève, donc on ne fera jamais d'expérience qui crée du mal. Donc, en revanche, on peut aider les gens à évoluer dans un New York post-apocalyptique après un tremblement de terre et à coordonner les équipes de réponse. Donc ça, c'est un des domaines qui va évoluer. Et puis, sans doute, le dernier point, c'est le côté retail, le magasin. Aujourd'hui, les nouvelles générations sont évidemment, elles maîtrisent les outils informatiques, elles savent très bien comment utiliser les outils à leur disposition pour commander ce qu'elles veulent chez elles, mais elles sont aussi totalement avides d'expériences in-store, d'expériences en magasin. Et la question, c'est comment on va justifier le fait de se déplacer dans un magasin pour créer une expérience à cheval entre le physique et le virtuel que les gens ne pourront pas vivre à la maison et qui apportera une valeur ajoutée dans ce domaine-là. Donc, pour tous ces domaines et pour d'autres, l'impact, il est difficile à prévoir, mais il sera certain. Monsieur Luyet, en matière d'emploi et de formation, quelles sont les grandes tendances que vous voyez poindre pour permettre à la fois de développer les compétences de vos collaborateurs et leur permettre d'évoluer au sein de votre entreprise ? La retention, c'est le nouveau recrutement. Donc, on met beaucoup d'énergie sur... encore une fois, il n'y a pas juste une solution, c'est plusieurs solutions. C'est déjà la formation en interne, c'est garder les jeunes apprentis qui finissent l'apprentissage. Ça passe par des programmes de talent, favorisant les changements en interne. Donc, il y a plein de trucs qui se passent maintenant. Et en vue de vraiment garder les propres collaborateurs, de les former, pour les accompagner après dans leur nouveau job. Et un deuxième élément aussi, on investit beaucoup dans le leadership, parce que typiquement, quand une personne quitte Swisscom, c'est plusieurs fois en première priorité à cause du manager qui fait pas bien son job. Donc un grand investissement là-dessus aussi. Donc pas mal d'initiatives pour garder nos propres collaborateurs. Donc ça répond à la question de la délocalisation généralisée, c'est pas dans vos projets. Tout à fait. Madame Cohen-Dumani, quels sont les prochains grands projets qui vont être portés par la Fondation Nomads et puis comment vont-ils se concrétiser ? Alors les grands projets, on a vraiment deux axes principaux dans le cadre de la Fondation. Un, c'est tout ce qui a trait au futur des jobs et comment le rendre concret. Et le deuxième, c'est tout ce qui a trait à la décarbonation et à l'accélération de la décarbonation.
Donc pour ces deux grands sujets, un premier grand projet qui est, nous sommes en train de développer en fait un guide, une sorte de livre blanc de la gestion prospective des compétences avec l'Université de Genève. L'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que n'importe quel employeur puisse se poser les bonnes questions, comme vous savez le business canvas qui a été fait dans le domaine économique, ça sera le business canvas, mais dans le domaine de la prospective des jobs. Donc se poser les bonnes questions, savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans l'entreprise pour pouvoir se poser les bonnes questions pour la transformation en fait de son entreprise, la transformation des compétences de son entreprise. Donc ça, c'est un des gros projets. Et puis, pour n'en citer qu'un seul, un autre gros projet dans le cadre de la mobilité, c'est que, vous savez peut-être, mais la plupart des gens prennent leur véhicule privé pour faire moins de 5 km à Genève, d'où une concentration et un trafic impossible. Donc le futur de la mobilité, c'est certainement pas dans l'électrification de la mobilité individuelle. Donc on est en train de travailler avec beaucoup de partenaires privés et publics à la mise en place en fait, d'un projet de micro-mobilité électrique et partagée. Merci infiniment à vous quatre pour vos interventions. Merci à vous pour votre attention, pour vos questions. Je vous propose qu'on se retrouve autour d'un café au Village des Entreprises pour ceux qui ont encore un moment à nous consacrer. Merci beaucoup.